Aujourd'hui, nous vous présentons une nouvelle étude, une analyse exclusive des technologies de la guerre hybride. Nous allons lever le voile sur la propagande russe et décrypter les mécanismes qui, jusqu'à présent, sont restés hors du champ de vision de la plupart des experts. À la base, il s'agit d'un cas concret, une campagne de plusieurs années visant à discréditer le mouvement social international Allatra. Pendant près de 10 ans, le mouvement bénévole a été confronté à une agression informationnelle massive. Des campagnes coordonnées ont été lancées à travers les médias de différents pays. Discrédit, atteinte à la réputation, déshumanisation. L'objectif était unique, transformer des bénévoles pacifiques en ennemis. Ôter à ces personnes toute humanité aux yeux de la société. Pour plusieurs raisons objectives, nous ne pourrons pas dévoiler aujourd'hui toutes les cartes que nous avons en main. Mais le moment viendra, nous l'espérons vivement, où ces cartes seront forcément révélées. Néanmoins, on peut dire qu'aujourd'hui, la situation a changé. Nous pouvons en parler ? Comme d'habitude, nous allons nous exprimer avec des faits. Ces faits sont faciles à vérifier. Si quelqu'un le souhaite, il pourra vérifier tout ce que nous disons. Commençons peut-être par la question suivante. Pourquoi menons-nous cette recherche ? Quel est l'objectif ? Notre objectif est de mener une analyse approfondie et de tenter de découvrir où se trouve celui qui persécute le mouvement Allatra depuis de nombreuses années. D'où provient la source de l'agressivité ? Et Vous pouvez continuer. oui, où se situe exactement son centre principal géographiquement ? Quand nous comprendrons cela, de nombreuses contradictions sur lesquelles jonglent aujourd'hui des anticultes occidentaux se résoudront d'elles-mêmes. La situation deviendra plus claire. Qui, quoi et pourquoi, tout prendra sa place. Et c'est précisément sur la base de ce travail d'aujourd'hui que nous pourrons ensuite mettre en lumière ce qui, dans l'espace médiatique occidental, sème la panique et désinforme le public. Je tiens à souligner un point important. Aujourd'hui, en raison du manque d'informations, il existe une grande incompréhension, une méconnaissance des processus en cours. Nous voyons des manipulations flagrantes de la part des anticultes. Et ce qui est particulièrement inquiétant, constatons que la désinformation est prise pour la vérité. Ils agissent en toute impunité, manipulent l'opinion publique et, remarquez-le, de façon synchronisée, que ce soit en Russie ou en Occident. Et Allatra agit comme une radiographie. À travers cet exemple, de nombreux processus deviennent particulièrement visibles. Il est important de comprendre que toutes les accusations portées contre Allatra au cours des 10 dernières années ne sont pas une suite de circonstances fortuites, mais des processus que l'on peut considérer comme une persécution planifiée. Nous allons le prouver. Pour la Persécution d'Allatra. Une somme colossale a été dépensée, des millions de dollars. Certains diront peut-être avec scepticisme, mais qui a besoin de vous ? Mais quand on ne connaît pas l'histoire, comment peut-on comprendre ? Sur quoi peut-on fonder son jugement ? Sur quelques lignes dans un journal ? J'ai travaillé de nombreuses années dans le domaine du marketing. Et je peux vous dire que l'on connaît à peu près les tarifs. Combien coûtent des articles commandités isolés et combien peut coûter une grande campagne d'information dans son ensemble. Le simple fait que de l'argent ait été dépensé prouve au moins deux choses. Premièrement, quelqu'un les a dépensés. Deuxièmement, l'argent ne ment pas. Quand quelqu'un investit des sommes énormes pour détruire une organisation, cela signifie que, pour certains, cette organisation représente une menace existentielle à leur plan. Nous n'allons pas analyser quels sont leurs plans. C'est un autre sujet. En revanche, nous allons essayer de déterminer où se trouve celui qui a dépensé et continue de dépenser cet argent. Aujourd'hui, nous allons collecter et présenter des données analytiques à l'aide de cartes et de diagrammes. Pour une meilleure compréhension, en quelque sorte, nous allons reconstituer la chronologie complète des événements, expliquer qui était à l'origine de certaines campagnes et de certains processus, établir les liens entre les différents éléments et en tirer des conclusions. Ce ne sera que la première partie de nos recherches. Cela concernera les persécutions sur les territoires de la Russie et de l'Ukraine. Dans la deuxième partie, nous examinerons la situation dans les pays occidentaux et nous poserons des questions directes aux représentants du mouvement anti-secte en Occident. Avant de commencer, il y a encore une chose à garder à l'esprit, les amis.
Rien n'arrive par hasard. Quand vous voyez une tentative de discréditer une organisation, il y a toujours quelqu'un derrière. Et cette personne a toujours un plan. Mais où est le chasseur? Où est l'araignée qui tire sur les fils invisibles? Qui manipule les gens? Qui les induit en erreur? Ce n'est pas visible pour tout le monde et pas tout le temps. La plupart des gens ne le voient pas du tout et n'en tiennent pas compte. Ils croient les journaux et les sites d'actualité. Et c'est là que réside le mensonge. Car les journaux et les sites font déjà partie du clan. Mais qui est le commanditaire, qui est le bénéficiaire et où se trouve-t-il? Cela peut être trouvé, car il a laissé des traces. Chaque trace mène toujours quelque part. Et nous allons suivre ces traces. Le mouvement public international Allatra est une organisation mondiale de bénévoles provenant de plus de 180 pays, réunissant des scientifiques, des spécialistes, des représentants de divers secteurs professionnels, des croyants et des athées, œuvrant pour un avenir sûr et durable. L'analyse des sources ouvertes, des publications et de la chronologie des événements montre que l'organisation russe anti-secte Rassirs, liée aux activités de l'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou, a joué un rôle clé dans le lancement de la campagne de discréditation contre Allatra en 2015. Nous examinerons plus en détail et avec des exemples concrets dans la suite de notre étude. Sur le site officiel d'Allatra, à la page à propos du mouvement, dans la section Campagne coordonnée de discréditation du mouvement public international Allatra, il est avancé l'hypothèse que la persécution a été menée pendant de nombreuses années par l'organisation anti-secte Rassirs, l'association russe des centres d'études de la religion et des sectes. Nous ajouterons de notre côté que l'idéologue et leader incontesté de Rassirs a été et reste le gourou de l'anticultisme russe, Alexandre Dvorkin. Sur différentes chaînes internet, de nombreux films ont déjà été consacrés aux activités de Dvorkin. Les activités de Dvorkin et de RACY sont également été largement abordées dans le documentaire The Impact. Vozdeyствие. Ce film de 8 heures est sorti sur YouTube à l'été 2024. Le phénomène Alexandre Dvorkin continue également d'être couvert par les journalistes du site actfiles.org. Les auteurs de cette plateforme affirment mener des enquêtes et des révélations sur un phénomène qu'ils qualifient de terrorisme anticulte, en l'analysant dans un contexte plus large. Mais revenons à Allatra. Depuis 2015, l'organisation, comme le montre l'analyse des événements, s'est retrouvée au centre de l'application de méthodes de pression médiatique particulièrement dures. En réalité, elle a été placée dans une situation de paradoxe de harcèlement en miroir, une situation où des accusations opposées commencent à se renforcer mutuellement. Au final, tout cela ressemblait de plus en plus à un théâtre de l'absurde. Le paradoxe résidait dans le fait que des accusations opposées ont été portées contre le mouvement dans 2 pays en pleine guerre russo-ukrainienne, en situation de conflit armé actif. En Russie, Allatra a été accusée de collaborer avec le SBU et les services secrets ukrainiens, tandis qu'en Ukraine, elle a été accusée d'être pro-russe. C'est comme accuser quelqu'un d'être trop grand parce qu'il est trop petit. À Moscou, les médias affirmaient que c'était un projet de la CIA et du SBU, tandis qu'à Kiev, les médias disaient que c'était des agents du Kremlin. Les outils, le sens idéologique, les méthodes linguistiques de persécution étaient les mêmes. Seuls les drapeaux dans les actes d'accusation avaient changé. La double accusation, lancée activement par les médias, a ensuite été renforcée par la mise en place d'un mécanisme répressif de poursuite pénale. La machine répressive a été déclenchée en Russie et en même temps, les persécutions ont commencé en Ukraine. En conséquence, en Russie, en 2023, Allatra a d'abord été reconnue comme organisation indésirable, puis en 2025 comme organisation extrémiste. Il convient de noter qu'à ce jour, la Russie est le seul pays au monde où une organisation scientifique pacifique a été accusée d'extrémisme. Ce qui est surprenant, c'est qu'un peu après l'interdiction en Russie, une attaque similaire a été lancée en Ukraine, avec des rafles massives et l'ouverture de procédures pénales. L'organisation a été attaquée de 2 côtés opposés, en utilisant des prétextes contradictoires. C'est logiquement impossible, mais stratégiquement diablement efficace pour détruire une réputation. Et personne ne s'est demandé pourquoi cela se passe ainsi, dans quel but c'est fait, à qui cela profite. Les membres du mouvement ont été méthodiquement déshumanisés par les médias, transformés en monstres.
Hier, c'était des scientifiques et des bénévoles, aujourd'hui, des extrémistes, des sectaires, des agents des services secrets ennemis. Et ici, nous allons poser la première question. Le paradoxe de la traque mutuelle était-il vraiment le fruit du hasard? Non. Bien sûr que non. Dans les deux cas, cela a été entretenu et amplifié artificiellement. Sinon, une autre question. Quel pouvait être l'objectif de cette combinaison dans la mécanique générale de la guerre? Mais l'objectif est évident. Évincer Alatra d'abord de Russie, puis d'Ukraine. Il ne s'agissait pas seulement de les évincer, mais aussi de les discréditer et de les chasser en leur collant l'étiquette officielle de Dvorkin, secte totalitaire dangereuse, et en les accusant de collaborer avec l'ennemi. Ce qui d'ailleurs a été fait, je le rappelle, dans un premier temps. Alatra a été expulsé de Russie le 8 août 2023. L'organisation a été officiellement reconnue comme indésirable. Et seulement 3 mois plus tard, ou plutôt 2, en octobre 2023, les premiers problèmes ont commencé en Ukraine. Et ici, le simple fait que la persécution ait commencé officiellement en Russie, à mon avis, en dit long. Et c'est la première preuve que l'instigateur de la persécution contre Alatra se trouve en Russie. Je vais donc lever un premier doigt. Pour que ce soit plus clair dans la suite des faits. Oui, On va compter sur nos doigts. C'est plus clair comme ça. Voilà. c'est justement là que réside notre principale hypothèse aujourd'hui. Présenter les faits, établir des liens logiques et prouver que nous avons affaire à l'influence de la désinformation russe. Que l'instigateur se trouve en Russie. Je pose la question suivante. Réfléchissons ensemble. Comment cela a-t-il pu se produire? Prenons ne serait-ce que l'année 2023. 2 pays sont en état de guerre. Des deux côtés, quasiment en même temps, un même récit est promu à un niveau assez élevé. Est-ce que cela aurait même pu arriver? Réfléchissons ensemble. Qui aurait pu avoir une influence sur les esprits? Des deux côtés. Sur l'opinion publique, les politiques, les forces de l'ordre. Oui, une telle force aurait-elle pu exister, même en temps de guerre? Et en Russie et en Ukraine, Juste ici. le tableau commence à se dessiner. Comme le soulignent les organisations de défense des droits de l'homme, la situation des droits humains en Russie est extrêmement tendue, y compris en ce qui concerne les organisations et groupes religieux jugés indésirables. Et derrière tout cela, on distingue une seule et même main. Les décors changent, mais la main reste la même. On pouvait aussi la voir en Ukraine en 2023. Qui est-ce? L'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou. Une force qui, dans de nombreux pays, se situe au-dessus des structures politiques et sécuritaires de l'État. Même si officiellement cela n'est bien sûr reconnu nulle part, et nous ne disons pas ici si c'est bien ou mal, car il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Nous parlons du fait qu'en 2023, l'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou, en Ukraine, avait encore sa propre influence spécifique, que je qualifierais avec prudence d'influence. Pourquoi excluons-nous d'autres clients en Ukraine? Car nous reviendrons sur cette question. Allez, je vais plier le deuxième doigt. Évident, mais preuve. Passons à autre chose. Donc Alatra a été expulsé de Russie et on a tenté de l'expulser d'Ukraine. Ce n'est un secret pour personne que de nombreux bénévoles ont trouvé un refuge temporaire dans des pays européens. On pourrait penser que, logiquement, leur problème aurait dû s'arrêter là. Ils travaillent sur le climat, le nanoplastique. Ils rédigent des rapports, organisent des conférences. Ils dérangent quelqu'un. Mais dès qu'ils sont arrivés en Europe, ils se sont soudainement retrouvés persécutés là aussi. Fin mars 2022, alors que la capitale de l'Ukraine était quasiment assiégée et que les combats faisaient rage aux abords de la ville, 3 obus russes ont frappé la maison de l'un des membres, Igor Mikhailovitch Danilov, dans le district de Boutcha. On ne peut pas appeler ça un hasard, parce que 3 obus ne tombent pas par accident sur une seule maison. Tout indique qu'il s'agissait d'un tir coordonné et guidé précisément sur cette cible. Et ce n'est que par un heureux hasard qu'il n'y a pas eu de victime.
Cette histoire a été racontée en détail dans l'émission Sur les événements et les gens. Peu de gens auraient pu imaginer qu'1 semestre après les événements en Russie et en Ukraine, la vague de persécution atteindrait aussi l'Europe. Le phénomène du ricochet informationnel. Des personnes ont quitté la zone de conflit armé, mais la campagne lancée par les structures antisectes en Russie les a rattrapés jusque dans les pays occidentaux. Les anciennes accusations se sont reflétées et transformées comme en miroir, sans même s'adapter à l'actualité occidentale, pour redevenir un instrument de pression, mais cette fois dans le cadre juridique européen. Année 2024. République tchèque, Slovaquie. En 2 semaines, dans l'espace médiatique de ces 2 pays, 250 articles critiques ont été publiés. Et au total, en 1 mois, 400 publications. 400 articles, publiés simultanément et rédigés quasiment au mot près, avec les mêmes récits et en parfaite adéquation avec la rhétorique des dirigeants de l'organisation pro-russe religieuse RADSIRS. Si l'on analyse les origines des attaques médiatiques en Russie, en Ukraine et dans les pays européens, on constate une observation fondamentale. Un lien clairement identifiable. Malgré des juridictions et des contextes politiques différents, la première étape de la diffusion de la désinformation et de la dégradation systématique de l'image a dans tous les cas été menée par les mêmes structures, les organisations antisectes. La géographie a changé, mais la méthode et les exécutants sont restés les mêmes, l'antisecte. On les prend pour des combattants contre les cultes et les sectes, pour des défenseurs de la société. Mais ce n'est qu'une façade. Derrière, il y a un réseau international bien coordonné. Son véritable objectif est de saper la démocratie, d'attaquer les libertés civiles, de créer des foyers de tension sociale là où il n'y en avait pas, et la participation directe des représentants du mouvement antisecte à la campagne internationale contre les bénévoles d'Allatra, selon l'analyse, permet d'affirmer qu'il ne s'agit pas d'initiatives isolées, mais bien d'un système coordonné. Dans ce contexte, le réseau antisecte est de plus en plus perçu non pas comme un phénomène abstrait, mais comme un véritable mécanisme de pression. Si l'on prête attention à la rhétorique des accusations portées contre Allatra dans certains pays européens, on se rend compte qu'elles sont tout simplement copiées sur la version ukrainienne de l'automne 2023, alors même que personne n'a mené sa propre enquête. Le paradoxe de la persécution par le miroir, prenant des contours encore plus absurdes, s'étend à une nouvelle construction absurde. En Russie, Allatra continue d'être accusé de pro-occidentalisme, tandis qu'en Ukraine, en République tchèque, en Slovaquie, en Italie, le mouvement est qualifié de secte pro-russe. D'après les seules informations provenant des médias ukrainiens, Et la question de savoir à quel point ces événements sont aléatoires se pose à nouveau. À ce monde, rien n'arrive par hasard. Partout, ce sont les antisectes qui ont commencé à attaquer. En Russie, en Ukraine, en Europe. Ensuite, les journalistes, les politiques et les autres suivaient. Et il me semble qu'ici, nous abordons un point vraiment très important. Quand différents pays sont en guerre les uns contre les autres, mais que les antisectes de ces pays agissent de manière unie, ce fait doit forcément susciter certains soupçons. Qu'est-ce que c'est que cette structure ? On dirait qu'ils travaillent tous dans le même bureau, qui remplissent la commande de quelqu'un. Tu sais comment fonctionnent les organisations terroristes internationales ? Peu leur importe quel pays est en guerre contre quel autre. Les frontières, les drapeaux, le régime politique de l'État, tout ça ne les intéresse pas du tout. Ils ont une liste d'objectifs et ils la suivent méthodiquement. Aujourd'hui, ça peut être Moscou, demain Kiev, après-demain Prague, Londres, New York. La guerre n'est absolument pas un obstacle, parce qu'ils sont en dehors de tout ça. C'est exactement comme ça que fonctionne l'anticulte. La Russie est en guerre contre l'Ukraine et eux, ils poursuivent tranquillement les mêmes personnes des 2 côtés du front. La Russie est en confrontation avec l'Union européenne. Et ils poursuivent tranquillement les mêmes organisations. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est comme s'il n'y avait pas de guerre. Il n'y a qu'une liste approuvée par quelqu'un. Je pense qu'il est temps d'introduire un nouveau terme, le terrorisme anticulte. T'as dit une liste approuvée par quelqu'un. J'ai une question. Par qui cette liste a-t-elle été approuvée ? Moi aussi, je veux demander, par qui cette liste a-t-elle été approuvée ? Pourquoi ? Ces mêmes organisations sont persécutées en Amérique, en Europe, en Russie et en Chine.
Bon, revenons à la carte et posons-nous une dernière question. Quel pourrait être l'objectif de cette nouvelle entreprise européenne en 2024-2025 ? Ils ont commencé un peu plus tôt, V. en 2023. Nous y reviendrons certainement dans la deuxième partie. Pour l'instant, nous examinons sa phase la plus active, en 2024. L'objectif, Est également clair. À mon avis, il s'agit de chasser Alatra d'Europe, de la pousser encore plus loin de l'autre côté de l'océan. Ces plans deviennent très clairs quand on regarde la carte d'en haut. On crée des conditions de stigmatisation. Qu'est-ce que ça signifie ? On colle une étiquette sociale négative, une marque, à une personne ou à un groupe. Cela vient du grec stigma, une marque que l'on brûlait sur le corps des esclaves ou des criminels. Aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de brûler quoi que ce soit. Il suffit de prononcer le mot secte ou culte et on te considère comme un sous-homme. C'est ça, le principal fouet de l'anticulte. tu sais, quand tu regardes cette carte d'en haut, tu comprends que ce n'est pas du tout un paradoxe. Il s'agit d'une opération spéciale bien planifiée. Cela n'apparaît comme un paradoxe que jusqu'à ce que quelqu'un commence à rassembler les faits pour en faire une image cohérente. Oui. Pour comprendre ce qui est arrivé à ALLATRA, il faut d'abord comprendre quel genre de bête la chasse. Sa nature. Anticulte n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Nous vous invitons à regarder un court film. Ce que nous appelons aujourd'hui l'anticultisme n'est pas une invention du XXe siècle. C'est un ancien mécanisme de répression qui, depuis des millénaires, traque tout ce qui est vivant et authentique dans la spiritualité humaine. Les époques changent, les masques aussi, mais la signature du meurtrier reste la même. L'anticultisme, ce n'est pas une noble protection contre les sectes, comme ils aiment se présenter. C'est un mécanisme répressif déguisé en protection sociale. Imaginez l'inquisition médiévale dans un emballage moderne. Les mêmes méthodes, les mêmes objectifs. Contrôler les esprits et éliminer toute pensée dissidente. Sauf qu'au lieu de chasser les sorcières, on traque désormais les adeptes de sectes. Et au lieu des bûchers, on utilise des exécutions médiatiques et des poursuites judiciaires. Les anticultistes s'arrogent le droit de décider en quoi les gens doivent croire, comment ils doivent penser, avec qui ils peuvent s'associer. Ils dressent des listes noires d'organisations indésirables sans procès ni enquête, en utilisant des termes pseudo-scientifiques comme lavage de cerveau pour justifier leurs actions. Petit rappel historique. Le mouvement anticulte moderne est né en Occident dans les années 1970, en réaction à l'essor des nouveaux mouvements religieux. En Russie, l'anticultisme a reçu un soutien important après la chute de l'URSS, lorsque l'Église orthodoxe russe a lancé une guerre territoriale contre les confessions étrangères. Alexandre Dvorkin est devenu le porte-drapeau de cette campagne. 10 menaces mortelles de l'anticultisme pour la société. 1. Destruction des droits constitutionnels. La liberté de conscience devient une fiction. Les anticultes décident de facto quelle croyance est correcte et laquelle est destructrice. C'est une violation directe des articles de la Constitution et des conventions internationales sur les droits de l'homme. La méthode est primitive mais très efficace. D'abord on colle l'étiquette de secte, puis toute répression devient justifiée. Aujourd'hui, ce sont les sectaires qui sont visés. Demain, les entrepreneurs. Et après-demain, toute personne jugée indésirable. L'exemple le plus frappant et le terrain d'expérimentation le plus effrayant pour les activités antidémocratiques, c'est la Russie. Hier, cela ne les concernait pas. Et aujourd'hui, des gens écopent de 10 ans de prison pour un like mal placé sur les réseaux sociaux. C'est le prix à payer parce que la société n'a pas su reconnaître la menace à temps. L'anticulte est un symptôme précoce d'un régime totalitaire. Deuxièmement, la déshumanisation comme système. Les partisans de l'anticulte privent méthodiquement les gens de leur humanité. Les membres de groupes indésirables sont qualifiés de zombies, de robots, de victimes de lavage de cerveau, effaçant ainsi leur personnalité. C'est une technique classique de préparation à la violence. Quand on cesse de considérer une personne comme un être humain, on peut lui faire n'importe quoi. Et la société accepte cela sans broncher. Troisièmement, la corruption de la justice. Les tribunaux se transforment en théâtre à un seul acteur. Les experts en secte rendent des avis pseudo-scientifiques sans avoir de qualification en sciences des religions ou en psychologie.
Leurs expertises contredisent souvent le consensus scientifique, mais déterminent tout de même les verdicts. La présomption d'innocence disparaît. Une personne est déclarée sectaire avant même le procès, rendant toute procédure équitable impossible. Et attends, une machine répressive sous un prétexte plausible. La lutte contre les sectes est le prétexte idéal pour réprimer toute dissidence. Il est facile de qualifier de secte un gouvernement ou une organisation indésirable et de déclencher une machine de destruction. Militants des droits de l'homme, hommes d'affaires, figures de l'opposition, tous peuvent devenir des cibles sous ce prétexte universel. Allatra, aujourd'hui, est un exemple frappant de la manière dont une organisation scientifique pacifique est écrasée sous des slogans anti-sectes. Cinquièmement, la destruction des familles. Un paradoxe. Sous le slogan de la protection de la famille, les militants anti-sectes deviennent les principaux destructeurs des liens familiaux. Ils conditionnent les proches à la confrontation. Votre proche n'existe plus, disent-ils. Sa personnalité a été prise en otage. Auparavant, il pratiquait la déprogrammation forcée. En réalité, il s'agissait d'enlèvement d'adultes pour leur laver le cerveau de force. Le résultat, des milliers de familles détruites. Les familles ne se brisent pas à cause de problèmes réels, mais à cause d'un conflit artificiellement créé, basé uniquement sur des convictions. Sixièmement, la monétisation de la haine. La lutte contre les sectes est un business très lucratif. Subventions, dons, honoraires pour les expertises, livres, conférences, centres de réhabilitation. Plus il y a de sectes, plus il y a d'argent. Certaines structures fonctionnent comme un véritable racket. Payez et vous apparaîtrez pas sur la liste noire. Les programmes gouvernementaux de lutte contre les sectes deviennent une véritable manne pour les organisations anti-sectes, et l'argent des contribuables sert à produire de la haine. Septièmement, l'assassinat de la science. L'anticultisme, c'est l'antiscience à l'état pur. Des chercheurs sérieux critiquent depuis des décennies le concept de lavage de cerveau, le jugeant non scientifique. Les antisectes ignorent tout simplement cela, remplaçant la recherche par des quartiers généraux idéologiques. Quand n'importe qui peut devenir expert simplement parce qu'il crie le plus fort à la menace sectaire, cela dévalorise la véritable expertise et sape la confiance envers la science. Huitièmement, terrorisme informationnel. Les antisectes contrôlent le récit autour du sujet des sectes. Les médias relaient sans réfléchir leur version, car la lutte contre les sectes est un sujet qui fait toujours consensus. Les opinions alternatives sont étouffées. Les tentatives d'étudier objectivement l'activité des groupes religieux rencontrent une résistance agressive. Les scientifiques et les journalistes sont immédiatement accusés de défendre les sectes. Le résultat, c'est que la société vit dans une bulle informationnelle où la vérité est remplacée par la propagande. Neuvièmement, une arme géopolitique. L'étiquette de secte est activement utilisée dans les conflits internationaux pour discréditer l'adversaire. En accusant de sectarisme, on peut neutraliser des ONG, des mouvements de bénévoles, des organisations de défense des droits humains dans d'autres pays et même des responsables politiques. C'est l'exportation de technologies répressives et la déstabilisation de la société civile. L'antisecte est de plus en plus perçu comme un outil de guerre hybride, un moyen peu coûteux et efficace de déstabiliser l'ennemi de l'intérieur. Gorge économique. Point 10. L'accusation de sectarisme équivaut souvent à une condamnation à mort économique. Les partenaires coupent les ponts, les banques bloquent les comptes, les clients s'en vont. Une exécution réputationnelle sans procès peut détruire n'importe quelle entreprise en quelques jours à peine. Des spécialistes qualifiés perdent leur emploi et ne parviennent pas à en retrouver un nouveau. La société se prive de personnel précieux et l'économie perd son capital humain. Les pays où l'anticultisme est actif deviennent moins attractifs pour les investisseurs en raison de l'imprévisibilité du cadre juridique. En fin de compte, l'anticultisme n'est pas une protection pour la société. C'est un système de contrôle total qui tue les droits constitutionnels, transforme les tribunaux en inquisition, détruit les familles et les liens sociaux, monétise la peur et la haine, sape la science et la démocratie, sert d'arme pour les répressions politiques, etc. Le plus effrayant, c'est que l'anticultisme crée une technologie universelle de destruction. Aujourd'hui, les victimes sont les sectaires. Demain, ce sera n'importe quel groupe jugé indésirable. Et voici la question principale que chacun doit se poser. Quand cette machine viendra pour vous, qui vous défendra ? Qui aura enfin le courage de se lever et de dire « Arrêtez, ce sont après tout des êtres humains comme tous les autres ». Y en aura-t-il ?
Après cette vidéo, je sens d'avance l'indignation des critiques. Où est donc cette force puissante dont vous parlez tant et si fort? Certains pensent-ils vraiment que l'anticulte n'existe pas? Ou qu'il n'est pas aussi dangereux que nous le disons? Ouais, ou même au contraire qu'il est utile et nécessaire? Nous avons fait aujourd'hui un petit travail pour vous. Tant qu'il y a Internet et la possibilité de collecter des données. Car dans certains pays, par exemple, où la lutte contre les sectes prospère librement, il semble qu'Internet deviendra bientôt un privilège particulier. Russie? Oui. Encore la Russie. Des discussions ont déjà lieu là-bas sur le fait que les Russes n'ont pas besoin d'Internet. Mais cela les regarde, nous n'en parlerons pas. Revenons à nos propres affaires. À titre de preuve, nous avons rassemblé sur une carte ceux qui ont expulsé ALLATRA de Russie. Chaque figure ici est liée à une source, avec un lien de preuve. Il y a un article, une vidéo où Alatra est mentionné. Et bien sûr, ce n'est de loin pas une liste complète, seulement ceux qui sont officiellement apparus quelque part, sur un site, dans un article ou une interview. Car si l'on en croit les propos de Kouzmine, mais écoutons plutôt l'extrait lui-même, puis nous reviendrons à notre carte. Père Alexandre Kouzmine, en tant que secrétaire, pouvez-vous nous dire combien il y a actuellement de centres ou de membres à Rancirs et comment ils interagissent entre eux? La plupart des diocèses disposent dans leur structure de départements missionnaires ou d'analyse critique. Et la majorité des diocèses, bien sûr, à ma connaissance, font partie de Rancirs. Cela inclut également certains centres biélorusses et le territoire de l'Ukraine. Malheureusement, actuellement, Les contacts sont interrompus, c'est-à-dire qu'il ne me reste que des contacts personnels avec quelques personnes qui se trouvent actuellement en Ukraine et avec qui, bien sûr, nous gardons des contacts amicaux et une grande compréhension mutuelle, mais il est évident qu'ils prennent beaucoup de risques. C'est pourquoi nous ne communiquons que par des canaux sûrs. Et il est clair qu'ils ne peuvent pas, pour l'instant, participer ouvertement au travail du processus. Kouzmine nous a informé que des représentants de Rancirs sont déjà présents dans la majorité des diocèses de l'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou. Et combien y a-t-il au total de ces diocèses dans l'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou? Savez-vous? Selon des sources religieuses, il y en a plus de 300. 300. Revenons à notre carte. Si Kouzmine parle de la majorité, qu'est-ce que cela signifie? On peut donc ajouter ici au moins 150 personnes de plus. Il dit la majorité. Prenons au moins la moitié. Même s'il y a des présidents, des secrétaires et ainsi de suite. Prenons 150 personnes impliquées dans le processus, la moitié de ceux qui ont discrètement expulsé Aletra. Il racontait aux paroissiens des histoires effrayantes, ou, disons-le franchement, appelons les choses par leur nom. Il lavait le cerveau des auditeurs crédules. Quel dangereux personnage que ces bénévoles. Et tout ça pourquoi? Parce qu'un certain Dvorkin en a décidé ainsi? Tout seul? C'est tout simplement incroyable. Voilà un parfait exemple d'absence totale de pensée critique. Ils disent que les gens ne doivent pas faire preuve d'esprit critique. Et eux alors?
Un fou a décidé quelque chose et tous les autres y ont cru bêtement. Si l'on décide d'ajouter au moins 150 nouvelles personnes supplémentaires sur cette carte, alors la situation devient absolument et véritablement effrayante pour tout le monde. Mais peu importe, écoute, ce n'est encore loin d'être tout. Racirs est une organisation pro-religieuse. Elle a de nombreux assistants non publics. Discrètement, sur place, ils servent activement auprès des prêtres, voire à distance, par conviction. Ils recueillent des informations, s'occupent de la correspondance, envoient des signaux, dénoncent. Peut-être considèrent-ils leur travail comme une sorte de service élevé envers le clergé ? Je ne sais pas. Tu pourrais leur en vouloir. Bien sûr, personne n'oblige personne, mais quel est le but de cette mission globale ? Créer un monde avec une seule et unique agrégrisation religieuse sur la planète. RPC MP, Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou. Et ensuite ? Bon, je me retire du pétrole et des marges. Oui, d'accord, faisons un résumé. Quand un certain Steven Hassan et d'autres du même genre commencent à raconter des histoires sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, affirmant par exemple que la persécution d'Allatra en Russie serait un plan rusé du Kremlin, et il a avancé cette hypothèse en janvier 2026, je pense que la meilleure conclusion serait de considérer cela comme de la désinformation. Prenez plutôt la sélection que nous avons rassemblée. Maintenant, vérifiez par vous-même pourquoi il faudrait croire. Ainsi, au moins, vous aurez plus de chances de ne pas être trompé en repartant d'ici. 7. L'information s'adresse aussi aux agents des services spéciaux. Quand on vous dit qu'Allatra est pro-russe et que vous le croyez, vous, puissant tigre, vous transformez en petit chaton aveugle. Car la véritable bataille se joue sur le terrain de notre conscience à tous. Oui. La pensée, l'idée, la crainte, vont-ils l'imposer ? Tout dépend de si vous détenez les faits. J'en suis au 3e doigt. À mon avis, c'est la preuve la plus convaincante que l'attentat contre Allatra porte la marque de la Russie. Dites-moi, s'il vous plaît, comment Allatra pourrait-elle être pro-russe si elle en a été expulsée ? Google et Yandex.help, moteur de recherche, vérifient facilement tout. Passons à autre chose. Aujourd'hui, nous vous avons préparé plein de surprises. Nous avons mené une autre étude. Nous avons collecté, à partir de sources ouvertes, toutes les critiques d'Allatra dans 2 pays, la Russie et l'Ukraine, pour la période allant de 2015 à 2026. Jusqu'où êtes-vous arrivé ? Clarifions les choses. Je vais expliquer un peu. Le paradoxe du harcèlement en miroir, dont nous parlons, se résout, à notre avis, assez simplement. Pour cela, il suffit au moins de rassembler toutes les critiques provenant de sources ouvertes dans les 2 pays et de les comparer, d'en faire une analyse. La critique, en soi, est déjà probante. C'est déjà une preuve. Oui, ce n'était pas une tâche facile. Nous avons commencé il y a 6 mois. Voilà ce que nous avons obtenu au final. Au mois de mars 2026, nous avons réussi à trouver 510 sources critiques sur des sites russes et 180 sources sur des sites ukrainiens. Ici, nous avons également pris en compte les plateformes de vidéos et divers médias en ligne. Encore une fois, il faut préciser que ces chiffres sont loin, très loin de représenter des statistiques complètes. Au début, il nous semblait que le chiffre pour l'Ukraine devait être nettement plus élevé. Cependant, une particularité s'est dégagée dans notre recherche. Plus nous cherchions, plus nous trouvions précisément de sources russes. Par conséquent, l'écart ne cessait de grandir. C'est pourquoi, si le résultat n'est pas complet, à notre avis subjectif, il l'est surtout en ce qui concerne, encore une fois, le nombre de sources russes. Que représente donc ce tableau ? En Russie, environ la moitié, soit 50%, correspond à des commandes antisectes. Nous attribuons 30% aux communiqués de presse officiels et 20% aux conclusions de personnes qui, pour une raison ou une autre, se sentent lésées. En Ukraine, la situation est fondamentalement différente. Nous en parlerons plus tard. Comment s'est déroulée l'étude elle-même ? Lors de la première étape, nous avons collecté des données statistiques primaires que nous avons ensuite systématisées et réparties par période. Ensuite, ces indicateurs ont été reportés sur une grille de coordonnées. À la verticale, il s'agit du nombre.
à l'horizontale de l'échelle temporelle couvrant la période de 2014 à 2026. Sur le premier graphique, vous voyez la dynamique de l'agression informationnelle russe. Sur le second, celle de l'Ukraine. Et maintenant, nous superposons les deux graphiques, ce pourquoi ces statistiques ont justement été recueillies. Nous comparons et tirons des conclusions. Et maintenant, quelques commentaires. Premièrement, les amis, si quelqu'un souhaite rédiger une analyse approfondie sur ce sujet, écrivez-nous. Nous vous fournirons la base de données. Vous pouvez aussi la sauvegarder via le web archive pour qu'elle ne disparaisse pas, car après la diffusion de nos films, on constate des traces d'effacement. Deuxièmement, faites attention à la structure même des graphiques. La tendance russe de la critique est indiquée en rouge. Elle est plus puissante, plus stable et plus durable. Cette campagne a commencé plus tôt et se poursuit méthodiquement jusqu'à aujourd'hui. Tandis que La flambée ukrainienne est épisodique. Une brusque montée et une extinction rapide. Qu'est-ce que cela signifie ? En gros, cela indique que le principal commanditaire de l'attaque contre ALLATRA se trouve en Russie. 4. Encore une preuve. je suis entièrement d'accord avec moi-même. C'est un argument plus que convaincant. Et voici un autre point révélateur. L'organisation est déjà interdite en Russie depuis 2023. 2024, 2025, 2026 sont passés, mais les répressions continuent. Quelqu'un tient vraiment à éradiquer ce qui reste. Même ceux qui n'ont pas eu le temps ou la possibilité de partir. Beaucoup refusent. Littéralement couru. Nous avions même envisagé d'enregistrer une série de courts entretiens avec ceux qui avaient réussi à s'échapper et à dévoiler leur visage. Mais ils se sont alors rendus compte que la durée du film serait trop longue et ils ont abandonné cette idée. On le fera peut-être plus tard. Voyons. Quoi qu'il en soit, ce schéma permet de tout remettre en ordre. Sur le graphique, la période de 2019 à 2021 apparaît comme une tendance solide à la hausse. Le principal flux de désinformation à cette époque venait précisément de Ratsir. Mais ce n'est pas tout. Regardons de plus près le graphique ukrainien. Sur un total de 180 articles, 40, soit 22%, presque un quart, ont été écrits par une seule personne, l'anticultiste Irina Kremenovskaya. En Ukraine, elle s'est fait connaître, de façon douteuse, comme tortionnaire d'animaux et partisane active de l'extermination des animaux errants. Mais ce qui importe bien plus, c'est évidemment son passé d'anticultiste. Kremenovskaya est en réalité un agent d'influence de Ratsirk. Pour qui elle travaille exactement là-bas? Pour le FSB ou d'autres structures? La question reste ouverte pour l'instant. Nous avons déjà prouvé son lien idéologique avec la machine anticulte russe. Nous avons étudié son activité de façon très approfondie à l'époque. Si vous avez manqué ces révélations, regardez absolument les épisodes 24, 26, 30 et 31 sur ma chaîne, ainsi que la vidéo sur la chaîne de Douchine. Ensuite, le détail le plus révélateur du graphique ukrainien. En seulement une semaine, la première semaine de novembre 2023, lorsque les rafles ont commencé en Ukraine, pas moins de 80 articles sont apparus dans l'espace médiatique, soit 44% du total, presque la moitié, en une seule semaine. Et là, appliquons une logique froide. En dehors de Noviembre et Kremenovskaya, on obtient 60 articles en 10 ans, soit 6 articles par an. Peut-on vraiment affirmer sérieusement que le commanditaire se trouve en Ukraine? À mon avis, cela ne paraît absolument pas convaincant. Oui, regardez donc le calendrier russe. Revenons à la carte des critiques et faisons un autre test révélateur. Combien de ces personnes sont directement liées au centre russe RACIRS et personnellement à Dvorkin? Ici, c'est la grande majorité. Un fragment en Ukraine? En Ukraine, il y avait Viktor Tchernyshov, le centre Nadejda, Chrysostom Grishenko, qui dirigeait le centre pan-russe pour l'Asie centrale, la branche du centre russe pour l'Asie centrale et le centre russe pour l'Asie centrale en Ukraine, et Irina Kremenovskaya avec son complice Sviatogor. Mais le fait est qu'ils sont tous des agents d'influence directe du mouvement antisecte russe. Pliez donc votre petit doigt. Oui,
une nouvelle preuve. Tous ces faits continuent de nous ramener à une seule conclusion. Le principal bénéficiaire de la persécution d'Al-Atra se trouve en Russie. Et c'est une réponse directe à ceux qui, dans le monde occidental, essaient encore d'étiqueter le mouvement comme pro-russe. Si l'on Évalue ce schéma d'un point de vue purement pragmatique. En considérant l'argent dépensé, la situation devient encore plus claire. En Russie, beaucoup plus d'argent a été dépensé pour créer une image négative d'une organisation pacifique qu'en Ukraine. Vous savez, l'argent ne ment pas. L'argent est le meilleur indicateur de la vérité. Là où, on a dépensé le plus, c'est là qu'est le commanditaire. et peu importe qui a alimenté les budgets, ce n'est pas le sujet ici. Que ce soit Dvorkin, Radzirs, le FSB, Kirenko, Goundziaïev ou Poutine lui-même, notre tâche, pour le moins, est de définir clairement le vecteur, de montrer la direction de l'attaque, afin d'exclure définitivement toute possibilité de manipulation ultérieure. Si on trouve une araignée, on verra une toile, n'est-ce pas? Certainement. Bon, passons à autre chose. Nous avons une autre surprise pour vous aujourd'hui. Nous allons vous présenter une autre étude analytique. Beaucoup se souviennent sûrement du graphisme du film L'impact de l'influence, notamment de l'image célèbre du poulpe antisecte planant au-dessus du territoire russe. Ce film a fait beaucoup de bruit et a lancé de nombreux processus positifs. Cela nous a donné des sujets d'enquête. Nous aussi, nous avons commencé à chercher des informations et à étudier le problème. Donc un grand merci aux auteurs du film The Impact. Personnellement, lorsque j'ai vu ce poulpe pour la première fois, alors que je commençais à mener ma propre enquête, Dvorkin m'était déjà familier, ainsi que Norazirs. Il était très difficile de croire qu'un mouvement antisecte pouvait avoir une telle influence. Qui? Ces quelques hommes barbus. Leur force ne réside pas dans leurs muscles, mais ailleurs, dans leur influence sur la conscience des masses. Peu de gens comprennent ce que c'est. Peu de gens savent combien de personnes sont impliquées là-dedans. On parle, et on nous regarde comme des moutons devant une porte neuve. Je veux offenser personne. On comprend, vous ne voyez pas. Il vous faut des cartes, des schémas, des chiffres. Très bien, on va faire ça aujourd'hui aussi. On a mis presque 6 mois à rassembler cette carte, et maintenant on va vous la montrer. Vous voulez savoir combien de personnes en Russie ont participé à la lutte contre les cultes au cours des 20-30 dernières années? Ils ont combattu les sectes, réalisé des vidéos sur les sectes, fait partie de centres apologétiques, rédigé des travaux pseudo-scientifiques, donné des conférences, répondu à des questions sur les sectes, surfé sur la vague, parce qu'à un moment donné c'est devenu à la mode, et ainsi de suite. S'il vous plaît, regardez. Encore une fois, tout provient de sources ouvertes sur Internet. Comment cette carte a-t-elle été réalisée? Laissez-nous vous expliquer. Nous avons saisi dans la recherche des mots-clés comme secte, secte dangereuse, et nous avons collecté les résultats. Moteur de recherche Google, recherche d'images, YouTube, Yandex. Et il est important de préciser que nous n'accusons personne de quoi que ce soit. En aucun cas, c'est pas à nous de le faire. Nous avons simplement rassemblé un ensemble de données et nous l'avons compilé. Qui sont ces personnes? Ce sont des personnes très différentes. Par un mot, une phrase, une action, à différents moments, ils ont participé à la thématique antisecte. Peut-être que certains ont sincèrement cru au mythe des sectes dangereuses et ont décidé de partager leurs inquiétudes. Peut-être que certains ont vécu leur propre expérience négative et ont transformé la suite de leur vie en une croisade. Pour certains, ce combat est devenu un métier. Pour d'autres, un moyen d'exercer du pouvoir. D'autres cherchaient simplement à faire le buzz. D'autres encore ont élevé cela au rang de mission ou, je sais pas, d'exploit guerrier contre les ennemis du Christ. Avait-il des ennemis? Quelqu'un a-t-il posé la question à Jésus personnellement? Excellente question. Mais il y a une personne sur la carte ici. Un jour, en regardant sa vidéo, je me suis demandé, Jésus a-t-il combattu les sectes? Et savez-vous ce qu'il a répondu? Citation. Jusqu'à la dernière goutte de sang. C'est absolument de la folie, tout à fait pure et simple. 2000 ans se sont écoulés. Comment peux-tu parler au nom de Jésus lui-même? Mais qui es-tu, toi? Tu le connaissais peut-être? Si tu l'avais connu, tu parlerais pas comme ça.
C'est comme un virus dans la tête. En fait, en regardant cette carte, on peut dire que c'est à ça que ressemble aujourd'hui la lutte contre la dissidence à ce stade de l'histoire. Et rappelons-le, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, uniquement les figures publiques. Parce que n'importe quel prêtre de l'église orthodoxe russe, par exemple, si vous lui posez la question, il vous lira sûrement volontiers le manuel de Dvorkin. Et pour rappel, il y a 40 000 églises actives dans l'église orthodoxe russe. Faites le calcul. C'est pourquoi je n'accuserai personne de rien. C'est plutôt comparable à une épidémie, et tout le monde peut facilement en être contaminé en l'absence de connaissances. Mais ce n'est pas une excuse. Bien sûr, je parle plutôt du point de vue d'un observateur. Au centre de la carte, vous voyez Alexandre Dvorkin, le principal combattant contre les sectes en Russie. On pourrait, à juste titre, nous objecter. Beaucoup de personnes sur cette carte n'ont aucun lien avec lui, ou même sont en conflit avec lui. C'est indéniable. Mais pourquoi lui avons-nous attribué la place centrale ? Sans Alexandre Dvorkin dans l'histoire contemporaine, cette carte n'existerait tout simplement pas. Quelqu'un d'autre aurait-il pris sa place et entraîné les autres dans ce problème ? Rien n'est moins sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Pourquoi cela n'existe-t-il pas dans d'autres pays ? Nulle part ailleurs ça n'existe. Dans aucun autre pays au monde, il n'y en a autant. 3, un petit groupe, 10, mais pas des centaines et des centaines comme en Russie. C'est tout un chœur qui chante l'air de l'anticultisme. Plutôt. Ils hurlent, ils ne chantent pas, comme des loups. Ou quoi ? La Russie serait-elle un cas à part ? Un pays élu ? La seule, pauvre et malheureuse qu'on essaie de conquérir et de détruire. Une secte périchante. Il y a 195 pays dans le monde. Regardez autour de vous. Nulle part ailleurs, il y a une telle hystérie. Et pour une raison ou une autre, aucune d'entre elles n'a été envahie par des sectes. Parce qu'il n'y a pas de tel problème. Ces problèmes ont été inventés et imposés. Oui, en réalité, ils n'existent tout simplement pas. Dans une société normale, tu crois en ce que tu veux. Liberté de croyance, de pensée, de choix. Mais ici, apparemment, quelqu'un a décidé à la place des autres. Et une machine monstrueuse de lavage de cerveau a été lancée. Tu sais, là-bas, il y a aussi une phrase très populaire. Nous sommes Russes, Dieu est avec nous. Le problème, c'est que ce slogan a une très mauvaise réputation dans l'histoire. Et le plus souvent, c'est une odeur de sang, si seulement certains savaient. Et la mise en scène est la même. Mais revenons à Arte. Et rappelons encore une fois qu'elle est loin d'être complète. Ajoutons ici les 150 dont parlait Kouzmine. On peut aussi ajouter ici d'autres auteurs qui ont écrit sur l'anticultisme, des livres, des travaux. Par exemple, voici une liste de littérature sur les nouveaux mouvements religieux prise sur la page Wikipédia d'un certain Tempus, à propos duquel un article avait été publié sur le site ActFiles. On peut également ajouter, ne serait-ce que pour l'exemple, une autre petite liste d'intervenants lors de la dernière conférence russe, Cultes et sectes destructeurs contemporains. Aspects juridiques, psychologiques et spirituels moraux. Elle a eu lieu il y a environ 6 mois, à l'automne 2025, en octobre, à Moscou. Bien sûr, Dvorkin y était aussi. On pourrait croire que, la conférence s'est tenue. Mais la liste des intervenants n'est pas petite. Si on commence à rassembler ce genre de liste pour toutes les conférences des 30 dernières années, à votre avis, il y aura assez de place sur cette carte ? Voilà ce qu'on appelle l'anticulte. L'ampleur. C'est pour ceux qui n'y croient pas ou qui doutent. Peux-tu aussi nous parler, s'il te plaît, de la partie inférieure ? Oui, dans la partie inférieure de cette carte, on retrouve surtout des blogueurs qui ont surfé sur le thème du sectarisme. Apparemment, à un certain moment, ce sujet est devenu très populaire dans la société. Et beaucoup se sont mis à tourner des trucs glauques sur les cultes dangereux et les sectes. Ils enregistraient des vidéos, certains attiraient ainsi l'attention sur eux, du genre « Je suis tombé dans une secte, comment en sortir ?» Et quelqu'un m'a conseillé « J'étais dans une secte, je vais te dire comment t'en libérer. » Quelle liberté ? Vous trouverez probablement des centaines d'autres révélations de ce genre sur YouTube. Et pour être honnête, on n'a même pas regardé la quantité de contenu disponible sur TikTok ou Instagram. Il faut chercher et chercher encore, ajouter et ajouter encore. Je voudrais demander à chacun de quelle maladie il souffre. Je sais pas, peut-être les neurones miroirs.
Ah, Ont-ils donc vaincu la dissidence? Posons la question ainsi. Où est le résultat? À quoi sont-ils parvenus en développant un programme anticolonial en tant que société? Où en sont-ils arrivés aujourd'hui? là où commence la lutte contre la dissidence, le totalitarisme émerge généralement. Je n'ai même pas envie d'en parler parce qu'on va s'éloigner du sujet, et pour longtemps. J'espère que personne ne verra d'inconvénient à ce que je compte un doigt de plus, le 6e. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je propose qu'on passe maintenant en revue les dates et qu'on se remémore les histoires des campagnes de discréditation les plus marquantes. Pour cela, nous avons dessiné cette frise chronologique. Ici, on a marqué les années 2015, 2016, 2020, 2023 et 2025. Et les événements? On va donc suivre cette chronologie. Citation d'un communiqué de presse sur le site officiel alatra.org. En 2015, une campagne coordonnée de discréditation contre le mouvement Alatra a été lancée, organisée par l'Association russe des centres d'études de la religion et des sectes, abrégée en RACIRS, qui agit avec la bénédiction de l'Église orthodoxe russe, EOR, et soi-disant dans son intérêt. Alors, commençons par l'année 2015. L'Ukraine. J'ai déjà abordé ce sujet sur la chaîne, mais rafraîchissons un peu la mémoire. Les premières attaques contre Alatra ont été lancées via le site Pravlife. Les auteurs des pamphlets étaient Valentina Novikova, Viktor Tchernychev et Chrysostome Grishchenko. Pravlife est une ressource religieuse de l'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou. Novikova travaillait pour le centre apologétique Nadejda, dirigé par Tchernychev. Et ce centre a été créé auprès de l'Église orthodoxe d'Ukraine. L'Église orthodoxe d'Ukraine est une structure qui, pendant des décennies, a servi de bras et de voix au patriarcat de Moscou en Ukraine. Même après les tentatives de prendre leur distance en 2022, après le début de la guerre, les liens idéologiques et canoniques restent très forts. Et ce qui est intéressant, c'est que Viktor Tchernychev, qui avait commencé à dénigrer le mouvement en 2015, a également participé à cela, à l'automne 2023. Notons que son article est paru le 20 octobre. C'était l'un des premiers dans toute cette campagne de discrédit, 10 jours avant les descentes. Autrement dit, il savait parfaitement ce qui se préparait. On peut dire que tout ce temps, sous l'aile de la Lord de Kiev-Péchirsk, il menait tranquillement sa lutte sacrée contre les sectes. Chrysostome Grishchenko, aujourd'hui décédé, a également participé à la création de l'image négative d'Alatra. À l'époque, il dirigeait l'organisation VATS. Le VATS était officiellement une filiale du RACIRS en Ukraine. Cette histoire est présentée plus en détail dans le documentaire « Les agents du RACIR en Ukraine ». Là-bas, j'ai analysé en détail l'histoire de Viktor Tchernychev. Cependant, nous menons actuellement une nouvelle enquête et les anciens faits ne seront pas de trop. Allons sur le site de son centre éducatif Nadejda. Ouvrons la page du professeur Tchernychev et lisons le début. Citation. Extrait du manuel d'études sur les sectes, les idoles de notre temps. Dans le manuscrit, les spécialistes chrétiens occidentaux des sectes, Friedrich Wilhelm Hack, Johann Sugurt et Thomas Gando, identifient 4 principaux signes des sectes totalitaires. Un peu plus bas, une citation. Alexandre Dvorkin la compare à une structure mafieuse. Et ainsi de suite. Les tout premiers paragraphes de la page « À propos de moi » énumèrent de façon étonnante tous les piliers de la lutte contre les sectes de notre époque. Hack, Hogarth, Gando, Dvorkin. Ceux qui ont vu le documentaire For Impact connaissent déjà ces noms. Cet alignement nous renseigne sur les solides convictions idéologiques de Viktor Tchernychev. En ce qui concerne les traces russes sur son site, citons un court extrait du film « Agent du RACIRS en Ukraine ». Comme tous les adeptes du CIR, Tchernychev soutenait l'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou et s'opposait fermement au désir de l'Ukraine d'obtenir son indépendance religieuse vis-à-vis de Moscou. Il s'est battu très activement dans cette guerre sainte de l'information. Il écrivait des articles pour le lectorat russe sur le portail de propagande Ligne populaire russe. Les portes y sont toujours ouvertes aux antisectaires. Pour l'orthodoxie mondiale, le patriarcat de Kiev est une structure morte, écrivait Tchernychev sur les pages du portail Ukraine orthodoxe. Et si l'on passe du site du Centre d'information et d'éducation Nadejda à la page officielle du même centre sur Facebook,
on peut y remarquer un jeune homme élégant nommé Andrei Mediuchenko, politologue et assistant du député pro-russe Medvedchuk. Mediuchenko est un promoteur bien connu des idées de l'autocratie russe. Sur le site de Tchernychev, on trouve des articles où Andrei Mediuchenko est qualifié de grand ami de leur centre. Et il est même précisé qu'Andrei Alexandrovitch dirige plusieurs projets de leur centre. Il y a même un lien direct vers le portail « La Russie dans la politique mondiale », menant à une publication ouvertement anti-ukrainienne. Et voilà que Mediuchenko, sur le portail patriotique Ligne populaire russe, impose aux lecteurs des idées sur l'organisation d'une civilisation orthodoxe russe. Pourquoi est-ce que je raconte tout ça ? C'est toujours la même chose, toujours le même sujet. La lutte contre les sectes en Ukraine, elle avait et a toujours une trace russe. Ah, encore un détail important qu'il faut mentionner. Le site du centre apologétique Nadejda est hébergé sur le sous-domaine nadejda.church.ua du site officiel de l'Église orthodoxe ukrainienne, UOC. Par conséquent, il est directement lié et dépendant d'elle. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'UOC a longtemps été les mains et la voix du patriarcat de Moscou en Ukraine. Et après 2022, rares sont ceux qui sauront où se situe la réalité et où se cache le mensonge. Et tout cela s'intègre dans le tableau d'ensemble comme une nouvelle pièce de puzzle. Résumons brièvement. Année 2015. Commencez. Nous avons 3 personnes dans notre base de données qui ont travaillé pour ROTSERS, ou l'Église orthodoxe russe du Nord. Et cela signifie que nous avons à nouveau une piste russe. 7e doigt. Je voudrais apporter une petite précision concernant notre graphique comparatif. Nous avons délibérément classé les 3 premières publications du site Pravlife dans le segment russe, même si, à ce moment-là, les auteurs se trouvaient en Ukraine. Ici, nous nous sommes surtout basés sur un critère d'objectivité. Ces documents sont un produit direct du réseau RACIRS et de l'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou. Février 2016. Ukraine. 3 reportages identiques sont diffusés sur 3 chaînes de télévision ukrainiennes. Espresso TV, 24 Channel et 2+2. Quasiment simultanément à 1 jour d'intervalle. Les mêmes thèses et le même axe. Implanter dans l'esprit du public l'étiquette de secte et le mythe selon lequel Allatra serait un projet du Kremlin, c'était une commande cynique et planifiée. La préparation de tels sujets, avec des déplacements et la participation d'experts, prend au minimum 1 à 2 mois. Une diffusion le même jour est la preuve directe qu'une date précise était indiquée dans les conditions de paiement. À l'époque, une paire de journalistes audacieux courait dans Kiev à la recherche d'un scoop croustillant. Ils passaient par le centre de coordination, essayaient d'obtenir des interviews, bref, ils gagnaient leur argent. Cette histoire se terminait par un procès contre l'une des chaînes de télévision. Et Allatra a gagné ce procès. Le tribunal a obligé la chaîne à publier un démenti sur sa plateforme, ce qui a été fait. Ce qui restait hors champ dans cette histoire, c'est la révélation des journalistes. Ils ont dit en partant que les bénévoles ne devaient pas leur en vouloir. Ce sont les prêtres qui vous ont commandé. Prenez ça comme du bad buzz. Dans la mémoire des témoins de ces événements avec qui nous avons parlé, il reste la conviction claire que ce sale dossier avait été commandité à l'époque précisément par les responsables de l'Église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou. Pas mal, les curés s'agitent bien. Qui l'aurait cru ? J'en suis déjà à mon 8e doigt. D'un côté, nous n'avons que les souvenirs des témoins. Même si, oui, il compte bien. Tout notre film, c'est l'histoire d'une seule organisation. À l'époque, ses représentants étaient installés à la Lorde de Kiev-Pechersk, l'église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou. Et ils n'ont personne d'autre. 4 mois plus tôt, Tchernychev sciait ses bécassos, Novikova griffonnait des satyres sous son aile, et Christom Gretchenko, Rod Siris, racontait des histoires effrayantes. Alors oui, pliez-le. C'était au cours de l'année 2020. Année Russie. La plus vaste campagne de discrédit contre Allatra en Russie a été lancée début 2020. En seulement 3 semaines en janvier, 17 documents ont fuité dans l'espace informationnel.
L'attaque a débuté à CHT, Chelyabinsk, et son instigateur était alors l'adepte du CIRS, Konstantin Poutnik. Les photos et vidéos disponibles confirment ses liens étroits avec Alexandre Dvorkin. Le point d'orgue de cette campagne a été un film documentaire dans lequel tout un groupe d'anticulteurs connus a été mobilisé. Selantieva, Poutnik, Namliev, Neveev et Rosenfeld. Presque tous sont des représentants officiels du ROCIRS. La seule exception est Namlieva, qui s'était alors positionnée comme experte indépendante. Mais soyons honnêtes, il est difficile de croire qu'elle ait passé des années à travailler gratuitement sur son enquête. Personne ne perdra son temps sur des projets non rémunérateurs. 9. Je plie le 9e doigt. Peu de gens se souviennent de ces faits. Nous faisons revivre l'histoire. Je vous en prie, regardez attentivement ces captures d'écran. Voici les preuves tangibles qui s'affichent actuellement sur votre écran. Ces documents démontrent de manière irréfutable que Ratsirs a directement participé à la persécution du mouvement Alatra. C'est ainsi qu'ils ont activement débuté cette campagne de répression. Ils créent un climat d'information négatif, publiaient des articles sur des portails régionaux, puis les relayaient sur leur propre site. Les 3 principaux sites de Ratsier sont irineia.ru de Dvorkin, ansabor.ru de Novopachine et kistin.ru de Maxime Stepanenko. Chacun d'eux comporte des listes noires d'organisations jugées indésirables. D'ailleurs, une telle pratique de ségrégation fondée sur les convictions a également été utilisée à l'époque par le régime nazi en Allemagne. Alatra figure également sur ces listes. Par conséquent, ainsi donc, pourquoi plier sur le 10e doigt ? 10e doigt. Écoutez, je n'avais plus assez de doigts. Vous allez continuer à tout gâcher. Facilement. Voici quelques études russes pour vous. Voici les preuves. Et nous continuons. Le responsable du département missionnaire de l'Église orthodoxe russe à Tcheliabinsk et membre de la RACIRS, Konstantin Poutnik, s'est alors attribué le rôle d'inquisiteur en chef contre Alatra. Ces craintes infondées étaient souvent relayées par les médias régionaux. Quelques années plus tard, en 2023, il témoignera devant le tribunal de la ville de Plast, dans la région de Tcheliabinsk, contre un bénévole du projet Société Créatrice. Un cas sans précédent. Poutnik n'avait jamais vu les accusés de ses propres yeux, mais il a témoigné en tant que témoin. Peut-être parce que c'est la Russie. À ce moment-là, il expliquait de façon confuse et nerveuse qu'il avait le droit de témoigner, même s'il était historien de formation. En ce qui concerne ce cas précis, évidemment, je ne suis pas au courant. Je connais pas cette femme, je l'ai jamais rencontrée personnellement. Mais je peux raconter certaines choses sur les activités de l'organisation Alatra. Dites-moi, quelle est votre formation supérieure? Je vois. Quelle est la spécialité de votre formation? Histoire et discipline socio-économique. Enseignant. Prof d'histoire? Professeur d'histoire et de discipline socio-économique. Quel est le lien entre l'histoire et, disons, comme vous l'avez appelé, une organisation religieuse? Donc, vous doutez de ma compétence en tant que spécialiste des religions? En fait, L'affaire était décidée d'avance. J'ai présenté une analyse très détaillée de ce dossier dans les premiers épisodes de mon enquête. À Tcheliabinsk, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Le tribunal russe a alors condamné à une amende une bénévole innocente, une femme, simplement parce qu'il y avait des documents d'information dans sa boutique. La décision du tribunal était partiale et dictée par quelqu'un d'en haut. Autrement dit, tout avait été planifié à l'avance. Selon nous, l'objectif principal de la procédure à Plast était stratégique, attribuer à Alatra le statut d'organisation religieuse. Pourquoi cela était-il nécessaire ? Pour que l'organisation entre dans le champ religieux et sous la juridiction de Dvorkin. Dans ce cas, il aurait été facile de la fermer pour activité missionnaire illégale et en plus de créer un précédent. Le précédent judiciaire fixe dans la pratique judiciaire russe le statut de culpabilité de cette organisation. Ainsi, par la suite, les tribunaux russes n'auraient plus à réexaminer les faits établis concernant Alatra, ni à s'embarrasser d'une nouvelle analyse des preuves, puisque la culpabilité aurait déjà été prouvée lors du premier procès. Encore une question.
Dites-moi, s'il vous plaît, quel statut avez-vous retenu pour Alatra? Non, ce n'est pas du tout ça. On m'a invité à intervenir, à parler d'Alatra en tant qu'organisation religieuse. Pour moi, il fait aucun doute qu'il s'agit d'une organisation religieuse. Quant à son caractère destructeur, Un instant, un instant. Selon vous, Alatra est une organisation religieuse? oui, bien sûr. Dites-moi, par quel acte réglementaire ou décision de justice Alala a-t-elle été reconnue comme telle? Donc c'est votre opinion personnelle? Oui, c'est mon avis en tant que spécialiste. Comment pouvez-vous être un spécialiste si vous n'avez qu'une formation d'historien? Voyez-vous, c'est là tout le problème. Histoire et discipline socio-économique. Cela inclut aussi, notamment, l'enseignement de la religion. Quel est votre diplôme? Quelles sont vos qualifications? Professeur d'histoire et de discipline sociale et économique. C'est une petite ville quelque part dans l'Oural. Une décision de justice qui a touché 140 millions de personnes. 140. Et la Turquie, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, l'Allemagne, la France, la Serbie, l'Italie. Et ça, c'est juste l'Europe. T'as entendu la blague? Lors de l'appel au tribunal de Plast, le juge a reçu des appels téléphoniques en pleine audience. Comment ça? Pendant le procès? L'aziz? Oui. Intéressant. Qui aurait pu appeler? Kirienko, sans doute sur ordre de Dvorkin. Est-ce que par hasard tu parles de la personne qui est à l'origine de la création du club Divisi? Et puis le juge s'est levé, est sorti et n'est jamais revenu. C'était à 11h, le procès avait lieu. Bon, puisque nous avons commencé à remuer le passé, rappelons-nous aussi du pop de Novosibirsk, Alexandre Novopachine. En fait, c'est le numéro 2 du RAICRS, après Dvorkin. Un personnage connu pour ses propos ouvertement nazis à l'égard de l'Ukraine. Et aussi pour ses liens avec le FSB et les distinctions reçues du ministère de l'Intérieur sur le site du RIAS. Automne 2019. Réunion interne du RACIRS, quelques mois avant la campagne de janvier que nous venons d'analyser. D'ailleurs, j'ai analysé cette histoire en détail dans l'épisode 13. Mais je veux y revenir encore une fois, spécialement pour le public occidental, afin que vous compreniez bien la mécanique de fonctionnement des services secrets russes et des antisectes du RACIRS. À quel point ils organisaient alors des provocations sournoises, grossièrement fabriquées de toutes pièces. Bref, à l'époque, ils ont trouvé un marginal tatoué et en ont fait un terroriste. Ils ont inventé une histoire selon laquelle il aurait soi-disant fait partie d'Alatra et préparé un attentat. Il aurait soi-disant préparé des cocktails Molotov pour aller attaquer la communauté juive. Et à la dernière minute, il a été héroïquement intercepté par les forces de l'ordre. En même temps, Novopachine montrait à l'écran des emblèmes étranges, soi-disant encore une fois liés au mouvement des bénévoles. Personne n'avait jamais vu ces emblèmes, ni avant la réunion, ni après. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui les ont dessinés eux-mêmes. Écoute, Novopachine est à la fois scénariste et réalisateur. C'est vrai. Il écrit lui-même, il filme lui-même. Il a de l'imagination, de l'expérience. Est-ce que ce pseudo-combattant avait le moindre lien avec le mouvement international Alatra? Aucun. Absolument aucun. C'était un coup monté des services secrets. Ils ont trouvé un type louche et ont monté la mise en scène qu'il fallait. Personne ne le connaît. Personne ne l'a vu. Il n'y a aucune photo de lui avec qui que ce soit. Il n'existe que dans le rapport de Novopachine. Une véritable opération spéciale du FSB. Vous pouvez imaginer qu'une personne qui s'apprêtait à attaquer une communauté juive n'ait finalement écopé que d'une peine avec sursis. Est-ce parce qu'il s'est soi-disant beaucoup repenti? Dans la Russie d'aujourd'hui, on peut prendre 10 ans de prison pour un simple like mal placé sur les réseaux sociaux. Et lui, on l'a relâché. Et pour avoir tenté de commettre un attentat, il a écopé d'une peine avec sursis. C'est tout simplement incroyable. C'est cousu de fil blanc. Mais qu'est-ce qui est vraiment important à comprendre? Pourquoi avaient-ils besoin de tout ce théâtre? Ils avaient besoin de créer un précédent.
un prétexte médiatique, la première étape de l'opération spéciale. Créer dans l'espace médiatique l'image que Alatra est lié aux terroristes. Ça s'appelle une accusation par association, tout simplement. Ils n'inventent rien de nouveau, jusqu'à aujourd'hui. On appelle aussi ça la méthode du hareng pourri. C'est l'une des techniques les plus sales du Black Professor. Son but n'est pas de prouver quoi que ce soit, mais de provoquer une odeur de scandale insupportable, même si l'accusation elle-même est complètement absurde. Regarde, on choisit une accusation effrayante. Dans notre cas, il s'agit de la préparation d'un attentat sanglant, peu importe que les gens y croient ou non. Ce qui compte, c'est que les médias et les commentateurs commencent à en parler. Des gros titres apparaissent. L'organisation est liée à des terroristes. Ils prévoyaient de provoquer des émeutes. Et même quand on découvre que le terroriste était un faux, il reste dans l'inconscient des citoyens une odeur persistante. L'organisation, est liée aux terroristes. Ils organisent des pogroms. C'est ça, l'odeur de hareng pourri. On voit bien que Rad Search a utilisé ces méthodes. Oui, la deuxième étape a été de publier des articles dans les médias. Et la troisième, pour conclure, un film documentaire. Nous, on sait très bien qu'ils l'ont préparé pendant plusieurs mois. Nous tournons le film nous-mêmes. Studios, différents lieux, villes. Il a fallu se déplacer pour filmer les images. Et là encore, la situation est similaire à celle de l'Ukraine. Pendant la préparation du film, une attaque a été menée via des articles sur Internet. Tout avait été planifié à l'avance. Voici comment des volontaires d'Alatra, totalement pacifiques, ont été contraints de quitter la Russie. Méchants, bas, trompeurs. 12. Durant l'été 2023, Alatra a été poursuivie en justice à Tcheliabinsk et en août, elle a été déclarée organisation indésirable en Russie. Juillet et le mois suivant, août. Ces événements ne sont-ils pas liés ? Très probablement, la décision de fermeture a été prise en concertation avec quelqu'un devant le tribunal de Tcheliabinsk. Il suffisait de suivre la procédure standard. Le 8 août, les médias russes ont claironné la nouvelle selon laquelle Alatra avait été déclarée organisation indésirable en Russie. Le décret a été signé par le procureur général Igor Krasnov. 13. Je me souviens avoir pris des captures d'écran de nombreux militants anti-sectes à l'époque, qui étaient si heureux sur leurs pages de réseaux sociaux. Ils célébraient une sorte de victoire. Quelle victoire, crétin! Cela a détruit leurs droits et leur démocratie. C'était comme si même un camion-benne transportant du pain d'épices s'était renversé sur la chaussée. Il existe une expression amusante pour décrire une situation où l'on est très chanceux. Si quelqu'un pense que la décision de Krasnov est sortie de nulle part, il se trompe lourdement. Le Rassir CRS, l'Église orthodoxe russe et le FSB ont fait pression sur les bénévoles pendant des années. Et c'est bien eux qui ont commencé à le faire. Je veux insister là-dessus. Et ils ont continué. C'est tout à fait ça, littéralement. 2 mois à peine après que l'organisation a été déclarée indésirable en Russie, des persécutions ont soudainement commencé aussi en Ukraine. Nous avons à la fois des informations et des preuves à ce sujet. Cependant, pour l'instant, nous estimons qu'il n'est pas opportun de les rendre publics, car certaines personnes impliquées dans Alatra en Ukraine font toujours l'objet de poursuites pénales. Peut-on y trouver une trace russe ? Certainement oui. D'après ce que l'on peut dire, Irina Kremenovskaya essaye depuis mars 2022, donc depuis 1 an et demi, d'interdire officiellement l'organisation par voie judiciaire. À l'automne 2023, un autre militant anti-secte s'est également fait remarquer. À la veille des descentes de police en Ukraine, un article a été écrit par Viktor Tchernychev. Nous en avons parlé plus tôt. Le 24 juin 2025, à la demande du procureur général de Russie, Igor Krasnov, le mouvement social international Al-Alatra
a été reconnu comme extrémiste. Ses activités sont interdites, peut-on lire sur le site officiel du parquet général de la Fédération de Russie. Citation du document. Plus de 20 bénévoles du mouvement font l'objet de poursuites pénales en vertu de l'article 284.1 du Code pénal de la Fédération de Russie, exercice d'activité d'une organisation internationale dont les activités ont été reconnues comme indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie. Exercice d'activité d'une organisation internationale dont les activités ont été reconnues comme indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie. Certaines de ces affaires ont déjà été examinées par le tribunal, qui a prononcé des verdicts de culpabilité. Au nom de la Fédération de Russie, à Moscou, le 24 juin 2025, la Cour suprême de la Fédération de Russie, composée du juge de la Cour suprême Dmitri Volkov et du greffier Vladimir Semenovski, a examiné l'affaire lors d'une audience à huis clos. L'affaire administrative concernant l'exécution administrative de la requête du procureur général de la Fédération de Russie, la reconnaissance de l'Union publique, du mouvement social international ALATRA, de la direction internationale et publique ALATRA et des organisations apparentées, l'interdiction de leurs activités sur le territoire de la Fédération de Russie, conformément aux articles 174 et 177 du Code de procédure administrative de la Fédération de Russie, la requête administrative du procureur général de la Fédération de Russie est accueillie. Reconnaître l'Union publique, le mouvement social international ALATRA, l'Union publique internationale ALATRA, le nom et l'utilisation des dénominations Mouvement social international ALATRA, MSI ALATRA, ALATRA, comme organisation extrémiste exerçant ses activités sur le territoire de la Fédération de Russie. La décision du tribunal d'interdire les activités de l'Union publique, du mouvement social international ALATRA, de l'Union publique internationale ALATRA, doit être exécutée immédiatement. La décision peut être contestée en appel devant la Cour d'appel de l'Union soviétique de la Fédération de Russie, dans un délai d'1 mois à compter du jour où elle a été rendue sous sa forme définitive. Ils ont été accusés d'extrémisme. 14e preuve. Les journalistes et les spécialistes antisectes en Occident n'auraient-ils vraiment pas pu trouver et lire cela? C'est écrit noir sur blanc. Site officiel du parquet général de Russie. La Russie est le seul pays au monde à avoir expulsé ALATRA. Là-bas, les anciens membres sont poursuivis pénalement. Le seul. Pourquoi affirmez-vous qu'elle est pro-russe? Nous avons présenté nos preuves. Et les vôtres, où sont-elles? Attends, il y a encore un 2e film à venir. On posera la question à ce moment-là. Après que l'organisation a été reconnue comme extrémiste en Russie, des perquisitions, des rafles et des poursuites pénales contre les bénévoles ont commencé. Enfin, contre les anciens bénévoles. Regardez l'écran. Les captures d'écran et les séquences vidéo en situation réelle parlent d'elles-mêmes. Nom de famille, prénom, patronyme? Nom de famille, prénom, patronyme? Date de naissance? Adresse, lieu de résidence? Plus rapide. Adresse, lieu de résidence? Comprenez-vous pourquoi ils ont été détenus? Ceci est la Russie. Hassan, Troy, Karvala. Qui d'autre est là? Tu ne le savais pas? Sérieusement? Comment pouvez-vous vous dire expert si vous ne connaissez même pas les faits de base sur l'organisation que vous dénigrez? Comment pouvez-vous vous dire expert si vous ne regardez que d'un œil fixé sur le derrière de votre gourou Dvorkin et que vous faites tout ce qu'il vous ordonne? L'absurdité ne fait que s'accentuer, comme on dit. Les antisectes occidentaux accusent l'organisation d'être pro-russe.
alors que la Russie est le seul pays où les bénévoles sont persécutés par une machine d'État répressive. Cela n'existe nulle part ailleurs. Revenons au calendrier de 1924, 1925, 1926. En 1923, l'organisation a été fermée, mais les persécutions ont continué les années suivantes. Encore une pièce du puzzle, le deuxième tome de Sectologie d'Alexandre Dvorkin. Il y a tout un chapitre consacré à Alatra. Des amis m'ont un jour envoyé des photos de ces pages. Et on ne va pas les citer ici aujourd'hui, parce que je n'ai jamais lu quelque chose d'aussi ignoble de ma vie. Lecture. Prendre plaisir à savourer les humiliations dans un style littéraire, c'est la marque d'un maniaque psychopathe. Voici une personne véritablement malade mentale. Il prend manifestement plaisir à humilier les gens. Et derrière cela, on peut sentir non seulement des mots, mais aussi des actions réelles. 16. Et c'est bien que nous ne soyons pas les seuls à le constater. Toutes ces pathologies de sa personnalité sont désormais étudiées de la manière la plus approfondie. Une série entière d'articles vient de paraître sur le site Act Fives, intitulé « Professeur de sectologie ou tueur en série ». Livez-moi, s'il vous plaît. Les journalistes ont mené une véritable enquête. Irina Kriminovskaya, une militante anti-secte d'Ukraine. On a déjà beaucoup parlé d'elle, et pourtant on continue, on y revient sans cesse. Récemment, un tribunal ukrainien a classé l'affaire concernant Alatra et a rejeté toutes ses plaintes. J'ai enregistré une vidéo sur ce sujet. Vous pouvez la regarder sur ma chaîne. L'organisation a été reconnue comme patriotique. Pendant de nombreuses années, Kriminovskaya a harcelé les bénévoles, leur collant des étiquettes et créant une image d'ennemi. En Ukraine, c'est justement elle, Kriminovskaya, qui essayait de faire passer des mensonges sur une prétendue orientation pro-russe, écrivait de faux articles sur ses sites et intervenait à la télévision en tant qu'experte. Une pseudo-experte. À semer la confusion, tout simplement. Vivnoy Slovo et L Research, ce sont ses sites. C'est de là que venaient principalement tout ce flot de saleté. Oui, encore un exemple de comportement maniaque, vraiment maniaque. On peut sans hésiter la qualifier de tueuse en série d'animaux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, elle prenait plaisir à tuer des chiens. Et ce sont ces nombreuses citations tirées de forums. S'il vous plaît, lisez-les. Comment peut-on écrire de telles choses en étant sain d'esprit? Et maintenant, comme on le voit, elle a changé de cible. Elle s'est rapprochée du RACIRS, elle s'est trouvée une nouvelle proie. Et moi, je me demande toujours, est-ce qu'elle a vraiment passé 8 ans à critiquer Alatra, gratuitement? Elle rassemblait des dossiers compromettants, écrivait d'énormes articles, des expertises, inventait des scénarios rocambolesques, lançait des procédures pénales. Et tout ça gratuitement, sans aucun bénéfice personnel. Je n'y crois pas. La loi du monde consumériste dit ceci. Personne ne fait rien gratuitement. Donc il y avait un intérêt. Oui. Là, à mon avis, il n'y a que 2 options. Soit l'argent, soit le fanatisme.
La secte coprophile de Dworkin est, à en juger par le profil, un psychopathe tueur en série. J'aimerais vraiment beaucoup pouvoir entendre directement au tribunal les raisons profondes qui l'ont poussé et motivé à traquer pendant tant d'années de simples bénévoles, totalement pacifiques et désintéressés. Qu'est-ce qui pouvait bien animer cette personne au fond d'elle-même ? C'est une secte de mangeurs de merde. Si certains pensent que le lien idéologique n'est pas évident et que ça n'a pas vraiment d'importance, je vais donner un exemple. Imaginez qu'il y a environ 75 ans, quelqu'un dans une lointaine Australie ait commencé à exprimer des idées de supériorité raciale et à prôner le génocide du peuple juif. Et en même temps, il affirmait ne pas connaître Adolf Hitler. Peut-on qualifier une telle personne de partisan des idées nazies, commettant un crime contre l'humanité ? Qu'en pensez-vous, dites-moi ? Bien sûr qu'on peut. Il faut l'isoler de la société pour éviter qu'un malheur n'arrive. Revenons donc à notre époque et ajoutons une nouvelle enquête à celle que nous menons déjà sur Kriminovskaya. Pour cela, posons-nous une question toute simple. Existe-t-il des recoupements entre les différents groupes, y compris religieux, que Dworkin a persécutés en Russie et ceux que Kriminovskaya a pourchassés en Ukraine ? Il s'est avéré qu'il y avait 15 recoupements et 3 mentions supplémentaires. Nous avons créé un document intitulé « Registre comparatif des associations publiques et religieuses contre lesquelles Alexandre Dworkin, Russie, RACIRS, et Irina Kriminovskaya, Ukraine, se sont publiquement exprimés et continuent de s'exprimer. » Ce document recense les correspondances entre les cibles de leurs critiques, les mêmes cibles. 2 pays, un seul scénario. De quoi parle ce document ? Depuis des décennies, l'activité des soi-disant spécialistes des sectes façonne l'attitude publique et juridique envers différentes organisations. Leurs publications sont citées dans des décisions de justice, des expertises, des enquêtes journalistiques et des interdictions gouvernementales. Ce tableau est un outil d'observation. Il montre que les 15 cultes considérés comme dangereux par Dworkin et Kriminovskaya coïncident parfaitement dans les publications de ces 2 auteurs. Alors même que l'Ukraine et la Russie sont en état de guerre. Cela soulève donc la question suivante. Cette liste est-elle élaborée indépendamment dans chaque cas, ou s'agit-il d'une rhétorique transnationale coordonnée, visant les mêmes communautés confessionnelles, philosophiques et idéologiques ? Chaque ligne ici représente une organisation ou un mouvement qui fait l'objet d'une stigmatisation publique, à la fois en Russie et en Ukraine. Les liens renvoient aux sources originales. Et maintenant, nous allons suivre ces liens pour obtenir une confirmation documentaire de la recherche que nous venons de mener.
Ainsi, lorsque les mêmes noms sont prononcés comme une condamnation simultanément dans des pays en guerre l'un contre l'autre, ce n'est plus de la critique. À notre avis, il s'agit d'un système. Autrement dit, Kriminovskaya a importé les méthodes répressives de Dvorkin de Russie en Ukraine et les a appliquées aux mêmes groupes, parmi lesquels se trouvait aussi Alatra. L'importation du nazisme antisecte de Russie en Ukraine. Ou bien, selon vous, Kriminovskaya a-t-elle inventé elle-même ce que Dvorkin avait déjà inventé? Ils partagent le même cerveau ou quoi? Elle ne dit pas qu'elle ne connaît pas Dvorkin. C'est ridicule. Elle parlait exactement comme lui. L'équipe d'Igor Nikolaïevna a mené une expertise linguistique de ces textes. Son travail était parfaitement synchronisé avec l'activité antisecte d'Alexandre Dvorkin et du Rissirs en Russie. Faites encore une fois attention à cela. Kriminovska parlait littéralement avec les mots de Dvorkin, utilisait ses manuels, connaissait des membres du RACIRS, était mentionné sur leur site russe, et ainsi de suite. Et revenons au tableau des correspondances. D'abord, ces organisations ont été victimes de la répression de Dvorkin en Russie. Puis Irina Kriminovska a tenté d'engager des poursuites contre elle sur le territoire ukrainien. En fait, c'est une nouvelle preuve du lien idéologique entre Kriminovska et l'antisectarisme russe. Il serait temps de lui demander, au fait, sur quoi elle se basait. Et qui la finançait? Sinon, cela finit par être étrange. Tant d'informations factuelles ont déjà été recueillies, mais rien n'a changé. Ou bénéficie-t-elle d'une forme d'immunité en Ukraine? Très étrange. Je comprends pas pourquoi personne des forces de l'ordre ne voit ça. Qui ferme les yeux sur le véritable ennemi de l'Ukraine? Bisex. Kriminovskaya est la seule personne en Ukraine à avoir diabolisé de manière maniaque les volontaires d'Alatra pendant 8 ans. Encore une grosse trace russe. Il y a un autre sujet qu'il ne faut pas ignorer. Igor Mikhailovitch Danilov, médecin, scientifique, bénévole actif du mouvement public international Alatra. Un homme dont l'expérience et les idées ouvrent la voie à de véritables découvertes scientifiques et au sauvetage de vies humaines. On pourra en parler longtemps, mais dans le cadre de cette enquête, nous allons nous concentrer sur un seul épisode. Igor Mikhailovitch a été victime de plusieurs tentatives d'assassinat, déjà à l'époque où il travaillait comme médecin à la LOR de Kiev-Pétchersk. Dans l'émission Révélation, diffusée durant l'été 2023, Igor Mikhailovitch a évoqué en détail 3 tentatives d'assassinat dont il a été victime. Vous avez bien entendu. Tentative d'assassinat. Nous avons tous les deux beaucoup de choses à dire. Mais probablement pas ici et pas maintenant. Il est peu probable que les émotions contribuent à l'amélioration de cette recherche. Dévique. La persécution d'Alatra n'est pas une fiction, ni une théorie du complot. Vous comprenez donc la terrible vérité sur la façon dont les gens étaient traqués. Nous avons commencé par le discrédit, les statistiques, les articles, les tribunaux, les interdictions, et nous avons fini par des tentatives d'assassinat. Lorsque l'armée russe a envahi le territoire ukrainien à la fin du mois de mars 2022, 3 obus d'artillerie russe ont frappé la maison d'Igor Mikhailovitch, dans le district de Boutcha. 3. Pas un seul par hasard. C'est un tir ciblé. Une tentative de tuer non seulement lui, mais aussi toute sa famille. Igor Mikhailovitch a subi une grave commotion. Nous le répétons encore une fois. Les détails de cette histoire sont racontés dans l'émission consacrée aux événements et aux personnes. Regardez-la et faites-vous votre propre opinion. Compte sur tes doigts. 19. Écoutez, j'ai une proposition. Je sais que vous allez maintenant plier votre dernier doigt, et nous avons toujours des preuves de l'implication de la partie russe. Faisons-le différemment. Laissons un doigt en arrière pour le prochain fil. Facilement. Allons-y. Nous avons encore des preuves.
Et nous pensons qu'il est important de montrer ici ce que font réellement les bénévoles d'Allatra. Malgré toutes les difficultés et une pression sans précédent, les bénévoles continuent aujourd'hui d'adopter une position sociale active, en menant des initiatives d'envergure et significatives. Leur attention se porte sur des projets écologiques et climatiques, ainsi que sur des activités de défense des droits humains. Tout le monde peut consulter ces informations en se rendant dans la rubrique Actualité du site officiel. Les journalistes anti-sectes le voient parfaitement, mais travailler pour le FSB leur permet d'ignorer complètement la réalité. Ils continuent de s'appuyer sur des mythes inventés, de colporter des rumeurs sordides et de chercher des prétextes douteux pour lancer de nouveaux scandales. Et le but, bien sûr, est unique: nuire à la réputation. Voilà, chers amis, notre enquête touche à sa fin. Aujourd'hui, nous avons soulevé beaucoup de choses, rappelé des faits, fait des liens. Et tout s'inscrit parfaitement dans un seul et même tableau. Notre hypothèse, je le répète encore une fois, était de déterminer la direction d'où a commencé la persécution d'Allatra et où elle se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Nous espérons que les preuves rassemblées lanceront de nouveaux processus. Tout d'abord, une réévaluation des positions vis-à-vis du mouvement public international Allatra. Deuxièmement, nous espérons que de véritables mécanismes verront le jour pour reconnaître les menaces hybrides et contrer la désinformation russe en Europe et en Amérique. Le cas des persécutions contre Allatra montre au monde entier à quel point cette menace peut être sournoise. Rien n'arrive par hasard. C'est pareil pour le mouvement Allatra. Il est violemment persécuté depuis plus de 10 ans, avec des ressources colossales mobilisées. Nous le ressentons tous dans notre chair, dans nos vies. Croyez-moi, il n'y a rien de bon là-dedans. Surtout quand, un jour, t'es obligé de quitter ta maison et de partir vers l'inconnu avec un seul sac. Beaucoup sont passés par là. Nous avons accompli un travail considérable, mais ce n'est que le début. Le deuxième film sortira bientôt. Ce qui veut dire que la suite arrive.